Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission sur les sentiers de l'étrange que je suis toujours très heureux de co-présenter avec mon ami Christian Jacattard. Merci Georges. Christian, bonjour. Bonjour Georges. Bonjour messieurs, dames. Et bien sûr, bonjour à Martine Seigneur. Nous aurons le plaisir de la présenter dans quelques secondes. Et Tigrane également, ravi de vous accueillir ici même. Donc, mon cher ami Christian, c'est toujours un plaisir de partager cette émission, ce thème, un thème où nous allons franchir les portes d'un univers fascinant, mystérieux et franchement humain, c'est le chamanisme. Alors, pour nous en parler, deux invités de choix. Deux invités de qualité, deux invités passionnants. Tout d'abord, Martine Seigneur, qui est attachée de presse, qui est créatrice de liens, présidente de l'association Toutes les étoiles en parlent. Martine Seigneur, rebonjour. Bonjour. Alors, nous tenons à vous remercier tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Et d'autre part, nous tenons à vous remercier de nous avoir amené ici même Tigrane, que nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau. Alors, Tigrane, je précise, vous êtes écrivain, vous avez voyagé bien sûr à travers le monde entier, mais vous êtes avant tout un voyageur de l'âme, une véritable quête initiatique, on va dire. Nous en parlerons tout au long, bien sûr, de l'émission, mais tout d'abord, si vous le permettez, messieurs, honneur aux dames, Martine, moi je serais heureux de savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à être attaché, bien sûr, de presse, connaître un petit peu votre parcours professionnel. Alors, attaché de presse, évidemment, c'est un bien long parcours. En tout cas, si on va rester dans le domaine de l'édition, puisque on est là pour cela. Et disons, je ne sais pas si le hasard existe, puisque c'est grâce à Sonia Barcala, en fait, qui a voulu, pour se faire éditer, a envoyé ma revue de presse au Lotus et l'éléphant, et chez Hachette, et en fait à ce moment-là l'éditrice avait besoin d'une attachée de presse et c'était à l'époque le Covid, donc je n'avais plus de travail puisque je travaillais dans un autre domaine auparavant et j'ai été engagée en visio pour pouvoir parler de tous ces auteurs et de tous ces livres qui sont en fait ma passion depuis que je suis toute petite. Oui, voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Parce que vous aimez bien être, vous m'avez dit, être créatrice de liens, c'est-à-dire passeuse entre les auteurs et le public, hein, c'est bien ça? C'est ça, passeuse de messages, passeuse vers notamment la spiritualité et tout ce qui a trait à l'âme, bien sûr, et à l'évolution surtout de l'être humain. C'est ma quête et ma passion depuis toujours, depuis que je suis née en fait. Je vous félicite. Christian, je te laisse le micro. Peut-être une question particulière à Martine. Vous dites depuis toute petite, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'est arrivé toute petite toute petite, j'ai eu des épreuves dès la naissance en fait, où j'avais des parents totalement absents parce qu'ils étaient hôteliers et qui ne me voyaient pas. Donc j'étais chez une nourrice qui était assez, disons, méchante. Et qui plus est, ma mère est partie pour un pays étranger quand j'avais 3 ans. Oui, donc beaucoup d'absence, de souffrance. Oui, de traumatisme. D'absence, de solitude. C'est la nature. Et ça a donc développé votre sensibilité? Oui, j'ai su qu'il fallait très tôt que je cache ma lumière en fait pour évoluer et en fait j'allais ma réconciliation c'était les arbres, la nature, les sources et donc évidemment l'éveil à autre chose, à chercher pourquoi on est là sur cette terre. Alors cette recherche elle s'est faite par les livres? Par les livres, absolument. J'étais toujours le nez dans un livre. C'était presque impoli à l'époque, me disait-on, mais ça m'était égal. Et puis la découverte de l'aventure de la conscience, qui m'a été offerte, le livre de cet après-midi qui parle de Sri Aurobindo et de Mère et de Auroville. Et ça a été vraiment une révélation. L'ami qui me l'a offert, en fait, avait créé un dessin animé sur l'aventure de la conscience et j'ai été absolument subjuguée. Ça a changé totalement ma vie et ma raison d'être. Vous avez visité l'ashram de Aurobindo et de Mère? Oui, bien sûr. Longtemps après ma découverte, 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, mais j'y suis allée.
voyage initiatique à Auroville. Ça a été comment, cette découverte Ça a été merveilleux, j'y ai passé 4 mois. 4 mois. Ouais. Donc entre Auroville et l'ashram, et ça a été la réponse un peu à ce que je cherchais. C'était un écho à ma révélation de 30 ans plus tôt. Très bien. Est-ce que vous rencontrez des préjugés, justement, ou des résistances vis-à-vis de ces sujets que vous traitez au travers des livres ? Il y en a encore, mais je dois dire que depuis l'aventure des expériences de mort imminente de Sonia Barkala, où là j'ai été traitée de et du folle. docteur Charbonnier également, qui a pris le relais. C'est lui, il était là, ces rencontres. Et là c'était très, très difficile à cette époque-là, mais il y a quand même eu une énorme presse qui a ouvert toutes les portes. Et depuis, je dois dire que ça devient quand même un peu plus facile. Et maintenant, avec tous ces ouvrages... Même médiatiquement, on vous reçoit assez facilement pour ces sortes de sujets. Je trouve que maintenant, il y a une belle ouverture, oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même une facilité. Enfin, on ne parle pas encore des chaînes nationales, n'est-ce pas ? Oui, sur la web radio, sur YouTube. Là, c'est assez facile. L'ouverture numérique a permis quand même de parler beaucoup de ces sujets. Hein. Non. Voilà. Alors, parmi les nombreux auteurs que vous accompagnez, qu'est-ce qui se distingue du travail de Tigrane que vous me présentez aujourd'hui, Martine? Alors, Tigrane, déjà, c'est une belle rencontre parce qu'en fait, Tigrane a co-créé Mama Édition avec Mishka. Et il se trouve que j'ai connu Mishka il y a 40 ans. Il faut expliquer. Il faut expliquer aux auditeurs et internautes. Ou mère, en fait, hein, c'est ça. Hein. Donc non, Mishka, moi je l'ai connue en tant qu'autrice à l'époque. Vous parlez de la Mishka pro-Qatar, qatariste, non? En fait, Mishka Séligère-Châtelain, qui est la cofondatrice je de Mama Édition, avec qui j'ai créé cette maison d'édition il y a 25 ans, mais qui, 15 ans auparavant, était déjà une relation de Martine par le plus grand des hasards, entre guillemets. Oui. Si le hasard existe. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait, cette dame? Mishka, en fait, on était une bande de co-créatifs, en fait, qui faisions des affiches de cinéma. Et bien sûr, on était... Des affiches de cinéma? Oui. À l'époque, oui, on était un GIE de dessinateurs, de créatifs et de dessins animés. On faisait en fait notre. Vous travailliez pour quel studio? Non, la Gaumont, Parafrance, de l'époque, je ne sais même pas plus si. Ah oui, d'accord. Oui, c'était intéressant. Avec les grands noms de l'époque, les Ferracci, les Machines. Ferracci était notre concurrent. Ah, très bien. Donc. Oui, parce qu'il faut dire que Christian est vraiment un amateur de cinéma, de dessins animés, de bande dessinée, surtout. Ce domaine-là, je le connais bien, je crois bien le connaître. C'est très intéressant. Et donc, excusez-moi. Et donc, on a eu la chance de créer La Chèvre, donc qui nous a amené une certaine notoriété, La Forêt d'Émeraude, enfin quelques affiches à ses côtés à l'époque, qui ont rempli les salles de cinéma, ce qui fait qu'on a eu du succès et qu'on est passé devant Ferracci, justement, et on avait assez la cote près des grosses maisons de production. Voilà. Très bien, d'accord. Félicitations. Merci. Oui, c'est absolument passionnant aussi. Et comment, finalement, vous avez... dévié. Oui, je crois que je n'ai pas arrêté de dévier, en fait, parce que je suis passée du cinéma à la danse, au théâtre, à la musique, toutes les musiques contemporaines, classiques, baroques. Ça, c'était à Nice, parce qu'il y a eu aussi des déménagements. Et puis ensuite, la gastronomie, la haute gastronomie et les palaces, et puis le Covid, et... Voilà, d'accord. On a fini par presque boucler. Voilà, on a fait le tour un peu, en gros. Mais écoutez, maintenant je me tourne vers Tigrane. Alors, moi, ce qui m'intéresse à chaque fois que j'ai quelques invités, tu le sais bien, Christian, moi, ça m'intéresse de connaître un peu qui était le petit Tigrane. Alors, au départ, j'allais vous poser la question, Tigrane, c'est un rapport avec tigre, parce que je sais, on va parler du chamanisme, et c'est votre véritable prénom C'est mon véritable prénom. Ma mère était d'origine arménienne. C'est un prénom classique, puisque la dynastie des 12 rois s'appelaient tous Tigrane, du 1er au 12e, c'était le prénom des rois à l'époque.
Le plus connu, c'est le deuxième, Tigrane le Grand, celui qui a repoussé les frontières du royaume, qui a réussi à repousser les Romains, par exemple. Et donc, c'est mon prénom sur ma carte d'identité, puisque ma famille maternelle était donc arménienne. On pourrait penser que c'est un nom de plume, mais ça n'est pas un pseudonyme. Vous voyez, moi j'y ai pensé de suite, absolument. Et vous dites que vous avez été visité très tôt par des expériences extraordinaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler, là? Alors en fait, je suis né à Paris il y a 55 ans, j'y ai toujours vécu. Mais il y a eu une parenthèse entre 2 ans et 4 ans et demi sur les bords de la Loire. Et sur les bords de la Loire, je passais beaucoup de temps sur un chemin de halage avec un chien-loup qui s'occupait de moi. Je n'étais pas scolarisé à l'époque. Mon père, artiste peintre, travaillait la nuit. Ma mère avait pas mal de choses à faire. J'ai également 2 grandes sœurs. Aujourd'hui, un petit frère. Et bref, je me retrouvais très souvent solitaire. Solitaire, mais accompagné par ce chien-loup. Et lors de rêveries ou de moments où vous jouez avec un bout de bâton et un caillou aux Indiens et aux cow-boys, etc., j'ai eu par moments, à la faveur de ces moments, vous savez, quand la lumière décline, qui est très très belle d'ailleurs sur la Loire, dans cette région, et où un fleuve se met à scintiller de 1000 reflets à mesure que la lumière devient de plus en plus dorée au coucher du soleil, j'ai eu des expériences d'union avec la nature, on pourrait dire, des expériences où le temps semblait se suspendre et où peut-être pris par la contemplation de ces reflets, de ces lumières qui ont, vous l'avez déjà vu, quand on a le reflet de la lune sur un lac ou du soleil sur la mer, on est malgré soi, sans faire l'effort d'une méditation, sans se concentrer vraiment vers une visualisation ou un travail de respiration particulier, on est spontanément amené à un état méditatif ou en tout cas contemplatif, comme baigné dans cette lumière dorée qui ne cesse de devenir de plus en plus orangée au fil des heures. Et ça, c'est quelque chose qui m'a ouvert certaines portes quand j'étais petit. Quand on est petit, à 3-4 ans, on ne cherche pas forcément à cataloguer, à verbaliser ça. Mais en tout cas, ça grave des choses en nous qu'on n'oublie plus. Il y a une sorte d'avant et après. Et notamment ces moments où je perdais complètement la notion du temps et où, en quelque sorte, fondu dans la contemplation de ces lumières dorées en bord de Loire avec juste mon chien, j'ai perçu, sans les verbaliser, des changements de perception importants que je n'ai donc jamais oubliés. Je vous donne un exemple très concret, parce que sinon ça pourrait paraître ésotérique. Absolument. Et j'étais par exemple en train de jouer, etc. Puis on lâche sa pierre, son petit bout de bois, etc. parce qu'on regarde ces tourbillons, ces formes spiralées, mordorées, etc. Je m'apercevais que plus j'étais contemplatif, plus mon chien se calmait, arrêtait de jouer, tourner et se posait un petit peu à l'unisson avec moi. Mais surtout, ce qui m'est arrivé de très frappant une fois, et ça c'est ce genre de moment avant et après, c'est qu'au lieu de voir autour de moi des arbustes, des végétaux, des arbres et la rivière, comme toujours, il y a eu un switch, comme on dirait aujourd'hui, et j'ai eu l'impression tout d'un coup que les arbres me regardaient. C'est-à-dire, je percevais plus du tout une barrière d'arbres, un ensemble d'espèces végétales, mais j'avais le sentiment que chaque arbre était, on pourrait dire, un être, que cet être avait une présence, comme une personne, et qu'alors que l'instant d'avant, j'avais l'impression que moi, je voyais un ensemble, tout d'un coup, je découvrais que cet ensemble était peut-être plus complexe et plus subtil, composé, entre guillemets, d'entités, ou en tout cas d'êtres vivants qui avaient une sorte de présence enveloppante, bienveillante, une sorte d'entourage qui petit à petit ne s'est pas arrêté aux frontières du règne végétal. C'est-à-dire que c'est un moment où j'ai commencé à m'attacher aux pierres, à avoir des pierres que j'aimais particulièrement, à ne pas comprendre pourquoi on disait que l'arbre c'était vivant mais la pierre c'était mort. Ce genre de frontière, de distinction entre règne végétal et règne minéral a commencé à s'effacer. Il y avait une sorte de porosité, d'interconnexion qui s'établissait, au point qu'un jour, la rivière elle-même, on n'y pense pas quand on est petit, on se dit rien de très très particulier si ce n'est que c'est de l'eau, m'est apparu comme une sorte de grand serpent pendant l'espace d'un instant où j'ai eu le sentiment de percevoir la vie d'un être, d'un courant, d'un flux, d'une énergie, et non pas juste, comme mes parents auraient pu me le dire, c'est simplement de l'eau.
Justement, là, la réaction de vos parents. Parce que vous avez dû en parler avec eux. J'ai eu la chance, Dieu merci, d'avoir des parents qui étaient tous les deux artistes, puisque ma mère était également écrivain depuis toujours, mon père peintre et écrivain, donc très porté vers l'imaginaire. Ils avaient aussi un côté peut-être un peu décalé par rapport à la norme, ce n'étaient pas les gens les plus rationalistes ou cartésiens qui soient, c'était des gens qui étaient beaucoup dans la créativité, l'imaginaire, la sensibilité, pour ne pas dire l'hypersensibilité. Il y avait donc là quelque chose de favorable qui fait qu'au lieu d'avoir un regard critique, ou comme je l'ai entendu parfois auprès d'autres enfants, où les parents disent « t'es dans la lune, arrête de rêvasser, reviens sur Terre, le réel c'est ici ». Là au contraire, il y avait une sorte de respect de ces moments qui parfois étaient plus immobiles, plus silencieux, plus calmes, plus posés bien sûr, et qu'eux, peut-être, avec leur sensibilité d'artiste, pouvaient relier à des moments où eux-mêmes, dans l'écriture ou dans la peinture, ils changeaient d'état de conscience, peut-être un état de conscience un peu plus amplifié, peut-être une vibration un peu plus haute, et donc ils avaient tendance à respecter ce type de fréquence. Réaction. Donc, ils ont accompagné plutôt que de s'être opposés. Et le chien? Le chien, lui, il était particulièrement bien dressé pour s'occuper de moi. Et vous savez que la Loire, qui a un côté sauvage, comme on le rappelle souvent, avec ses tourbillons souvent dangereux, ses crues, ses îles qui changent de place d'année en année, etc. Mon chien était dressé pour aller toujours en aval du courant. Et dès que je me rapprochais de l'eau, non, mais ce que lui vous voulez devait dire en disant, et le chien, c'est est-ce que votre sensibilité au règne animal a aussi changé? Oui, la sensibilité au règne animal, elle a changé à plusieurs reprises. Il y a un épisode que je raconte justement dans un des ouvrages des trilogies chamanes, où alors que je suis au bord de cette rivière et que je joue avec le chien, il y a un moment où je perçois plus ce chien-loup comme un chien domestique, mais un moment où il y a une sorte de peut-être moitié souvenir, de peut-être un film que j'ai vu passer sans m'en rendre compte, sans le conscientiser, une photo, une image, un livre, une illustration, et où tout d'un coup j'ai l'impression de plutôt percevoir l'archétype du loup plutôt que le chien-loup domestique, comme si le chien-loup ouvrait une porte à l'accès de sa propre origine, quelque chose de plus sauvage, de plus emblématique, d'un autre type, qui n'est pas que l'animal de compagnie, mais qui est quelque chose de plus archaïque, qui semble résonner tout d'un coup dans quelque chose que vous avez en vous, que vous ne savez plus avoir en vous, mais qui pourtant, sous les cendres, est bien présent. Alors votre saga, justement, vous venez d'en parler, Chaman, marque un retour à l'écriture après 25 ans d'édition. Hein. Qu'est-ce qui vous a poussé donc à reprendre la plume? Une main invisible. Ah, intéressant. Alors, on peut montrer, on montrera après Chaman. Vous nous expliquez un petit peu? Oui, alors en fait, il y a saga, c'est une saga, c'est-à-dire que Chaman, c'est une saga de contes initiatiques. Il y a une première trilogie qui s'appelle L'aventure mongole, donc composée bien sûr de 3 tomes, une deuxième trilogie qui s'intitule L'aventure amérindienne, et une troisième trilogie qui s'intitule L'aventure stellaire. Le dernier volume paru de cette saga, c'est donc La messagère des arbres, qui est le premier tome de l'aventure stellaire. Et puis il en est également extrait des paroles de sagesse, des oracles, des paroles chamaniques, bien comme sûr, les 42 oracles chamaniques, etc. Mais on en parlera dans quelques instants. Vous a coupé cette main. Et donc cette main, le jour de mes 50 ans, puisque comme Georges le disait tout à l'heure, j'avais écrit également auparavant, c'est-à-dire pour bref rappel, vers l'âge de 25 ans, j'ai publié un premier roman jeunesse initiatique chez Flammarion qui s'appelle Jonathan et le secret des vignes. J'avais publié de la poésie, un essai, etc. Donc vous voulez dire que tout jeune, vous avez déjà accès à Flammarion? 25 ans, je ne sais pas si c'est tout jeune. C'est très rare, ça. Il y a des auteurs jeunesse qui ont publié bien plus jeunes que moi. Comment est-ce que vous expliquez cet intérêt un jeune chez Flammarion? Il y a des auteurs jeunesse qui ont publié encore plus jeunes que moi. En tout cas, moi, dans un moulin templier qu'on évoquait tout à l'heure, j'ai écrit ce premier roman jeunesse, Jonathan et le secret des vignes,
À l'époque, je connaissais absolument rien au monde de l'édition. J'en ai fait une photocopie. Je l'ai posée dans la boîte aux lettres d'un éditeur qui s'appelle Flammarion, parce que la seule chose que j'ai identifiée, c'est que des albums de jeunesse que j'avais, comme Mishka ou Boucle d'Or, faisaient partie des collections de l'atelier du Père Castor, que le Père Castor, c'était Flammarion, collection qui à l'époque était encore dirigée par le fameux Monsieur Faucheux. Et 10 jours après, j'ai reçu une lettre qui me disait qu'ils étaient très intéressés par ce roman et qu'ils voulaient le publier immédiatement. Donc ça a été une très très bonne surprise. J'ai pas eu à faire la course aux éditeurs. Et donc ça vous a mis le pied à l'étrier. Oui, ça a mis. C'est très rare ça. Ça a mis en quelque sorte le pied à l'étrier, puisque ça m'a montré aussi qu'il était possible que, au lieu de faire 20 photocopies, à l'époque ça n'aurait pas été 20 emails. Pour 20 éditeurs différents. Là, le premier coup a été bon. Tout s'est fait de manière très facile et fluide, rapidement. Ensuite, j'ai publié 2-3 autres choses, mais à l'âge de 30 ans, quand j'ai cofondé Mama Édition avec Mishka Séligère-Châtelain, j'ai totalement mis en sourdine la plume, mon activité d'auteur, pour me consacrer à part entière à mon activité d'éditeur et donc à mes auteurs. Et ça, je l'ai fait pendant plus de 20 ans. À l'âge de 50 ans, alors que je croyais que donc la plume, c'était resté à l'âge des 25 ans, et que j'étais éditeur et que éditeur, ça faisait donc une vingtaine d'années que parfois, quand j'avais la pulsion d'écrire en tant qu'auteur, ou envie de ressortir certaines choses des tiroirs, je me disais non, j'étais avant tout au service d'écrivains qui alimentaient ce fonds éditorial fantastique de Mama Édition. Mais cette main dont je vous parlais, c'est la nuit de mes 50 ans même, où alors que je fais une croix la veille au soir sur l'idée de publier quoi que ce soit de personnel, je suis réveillé à 4h du matin dans une cabane, dans des bois sur la côte étrusque en Toscane. Et je suis réveillé par une main qui semble me pousser dans le dos à me lever, sortir. C'est entre l'aube et l'aurore, pas encore les premiers rayons du soleil. Donc, et dans la pénombre, je sors dans ce bois. Et je me sens vraiment comme, on ne peut pas dire physiquement, mais presque électromagnétiquement, dirons-nous, puisqu'il n'y avait rien de concret, de matériel là-dedans, poussé par quelque chose qui me dit « ne te recouche pas ». Je sors, j'ai un hamac qui est là, je marche vers ce hamac, je n'ai rien de prévu dans ma tête, j'ai aucun projet éditorial ou même d'écriture personnelle. Je m'avance vers ce hamac dont je comprends tout d'un coup un instant, ou plus exactement, je sens que sa position, qui est ni sur terre, ni complètement dans le ciel, a une symbolique particulière, comme quelque chose entre deux mondes. Je vois cette forme de hamac un petit peu comme une demi-lune qui m'évoque également une barque qui traverse la rive. Bref, il y a un phénomène de surimpression où je me dis, oulala, t'es pas très bien réveillé, toi. Qu'est-ce que... Vous voyez, j'ai tendance à un petit peu diminuer, sous-estimer ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas du tout, moi, ce qui va se passer. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi, un peu onirique, qui est en train de se mélanger à la réalité. Mais pourtant, la réalité, elle est parfaitement stable, il n'y a aucune distorsion. Il est 4h et quelques du matin, je m'avance vers ce hamac, je m'y mets, et là, ça me dit tout de suite, stylo, carnet. Vous savez, la petite voix intérieure qui n'a de petite que l'adjectif, mais qui parfois a quelque chose de très impérieux dans la manière de vous inspirer, vous murmurer quelque chose qui semble en fait pas vraiment négociable. On a le libre arbitre, certes, mais on sent au fond de soi que de ne pas l'écouter, c'est aller contre soi-même. Donc je suis allé chercher le carnet, le stylo, je suis retourné dans le hamac. Et là, je commence à avoir une sorte de surimpression par rapport à ce que je vois. Et ce que je vois, c'est quoi? C'est une vallée entre les collines, la mer Méditerranée, donc la côte étrusque. On est à 45 minutes de Pise. Par temps clair, c'est une perspective que je connais bien. On peut même voir le nord de la Corse. Et alors que tout ça est parfaitement stable, que c'est un matin comme les autres, j'ai pas encore bu le premier café, j'ai une sorte de surimpression. C'est-à-dire que j'ai l'impression de pouvoir deviner des millions de fleurs jaunes, que je devine être petit à petit des boutons d'or, une sorte de ligne de crête qui petit à petit devient blanche en haut, donc une ligne de crête enneigée. Et là, je commence à avoir des sons comme le chant diphonique, ce qu'on appelle la voix de cristal chez les Sigites ou dans la République de Touva, en Mongolie, en Sibérie,
à entendre le bruit de sabots de chevaux, à tel point que je crois qu'il y a des chevaux sur le terrain et que je me retourne en m'attendant à constater la présence de chevaux qui, bien sûr, n'étaient pas là. Et puis, j'entends du chant diphonique. Et de formation musicologue à la Sorbonne, et ensuite, après avoir été diplômé de musicologie, j'ai basculé dans l'ethnomusicologie à 20 ans, 21 ans. J'ai étudié à l'époque le chant diphonique. Donc, 30 ans après, je reconnais immédiatement chant diphonique, ligne de crête enneigée, il n'y a pas de doute, c'est la Mongolie. Et là, commencent à me venir des noms, comme Otarjana, Tsenek, etc. Et l'urgence de noter sur le carnet. Et en fait, je me dis, c'est peut-être une résurgence du rêve, je suis décidément pas bien réveillé ce matin. J'allais vous poser la question. Ça se trouve, le rêve est en train de continuer dans ma tête, je suis réveillé dans ce hamac, mais là-haut, comme habituellement où on ferme une porte pour en ouvrir une autre, la porte est restée ouverte. Et je note ça en ayant l'impression, pour la première fois de ma vie, de me dire, je suis peut-être en train de transcrire un rêve éveillé. C'est peut-être ça ce qu'on appelle le rêve éveillé. Absolument. Et j'en ai aucune expérience. Mais petit à petit, je m'aperçois que c'est plus complexe que ça. Et qu'à chaque fois que je couche une phrase sur le papier, il y en a comme une autre derrière qui est déjà prête. Comme si quelque chose était en train d'être, entre guillemets, téléchargé, pardonnez-moi la trivialité de l'expression, mais était déjà là quelque part et me demandait non pas de le créer ou de l'inventer. En toute humilité, je n'ai pas du tout l'impression d'être l'initiateur, le créateur des premières phrases de La Quête, le premier tome de l'aventure mongole, donc de la saga chamane. J'ai l'impression que quelque chose, plus exactement, m'est tombé dessus, et pour être plus juste, d'en avoir été que le scribe, le médiateur, le trait d'union vers la réalité. Une sorte d'écriture automatique. Oui, on pourrait dire ça aussi, une sorte d'écriture automatique, absolument. Donc cette main qui m'a poussé hors du lit de cette cabane, pour répondre à votre question, c'est aussi celle qui m'a poussé au hamac. Et alors que j'écris ces premières lignes, ces premiers paragraphes, je pense très sincèrement que je suis en train de mettre sur le papier un rêve et je ne comprends pas très bien pourquoi, à quoi ça va servir. Mais j'ai tout d'un coup un sentiment de, comme quand vous avez envie de partager quelque chose, de ne pas le garder que pour vous et que vous avez un sentiment que ça n'est pas juste pour vous renseigner ou vous ouvrir à une expérience qui sort de l'ordinaire, mais qu'il y a là par nature quelque chose qui est appelé à être diffusé. Et je ne me dis même pas c'est un livre. C'est que à la fin de l'écriture de ce qui me semble être un rêve, que je mets un point final à ces quelques pages et que là arrive autre chose. Et là, je commence à comprendre qu'en fait, ce n'était pas un rêve, c'était un premier chapitre. Oui. Passionnant, hein. Nous buvons vos paroles, là. Là, on était parti dans ce rêve, entre guillemets. Hein. Et donc, vous acceptez, finalement? Je vois que j'ai pas vraiment le choix, ou plus exactement, on a toujours le choix et le libre arbitre. Mais comme on disait tout à l'heure, ce serait un peu le libre arbitre d'aller dans le mur, parce que quand c'est quelque chose que l'on vit comme une sorte de grâce ou de cadeau du ciel, on peut se poser la question de savoir si vraiment c'en est une, si les gens qui je ne sais pas, les entités, je ne sais pas comment on peut appeler ça, suscitent ce texte, sont bienveillantes ou pas, par exemple. Oui, alors moi, c'était vraiment pas la question ou le problème pour moi. J'ai publié pendant 25 ans des ouvrages imposants en ethnologie, en anthropologie, en tant qu'éditeur, sur les sciences humaines, le chamanisme, et donc toutes sortes d'aspects tels que ceux sur lesquels je n'ouvrirai pas des tiroirs maintenant, mais que vous évoquez. Or, pour moi, la question qu'on se poserait à remettre en doute ce qui vous arrive, quand vous vous sentez baigné par la grâce, que c'est juste, aligné, que ça vous fait du bien et que vous vous y retrouvez davantage vous-même que vous n'étiez quelques minutes avant, c'est la seule question de se dire mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bienveillant, etc. Ça, ce serait plutôt le seul cerveau gauche qui commencerait à avoir peur, ou l'ego qui se dirait mais qu'est-ce que c'est que cette cascade irrationnelle que je ne peux pas expliquer? Et à ce moment, écouter cette peur pourrait faire qu'on se crispe et qu'on referme une forme. Est-ce que vous avez eu l'impression que parce que justement vous avez été l'éditeur de ces textes dont on parle à l'instant, vous avez été élu, choisi? C'est parce que vous aviez cette ouverture d'esprit assez élu en toute humilité, je ne dirais pas ça, quand même. Mais que j'ai été prédisposé, peut-être,
Quand on parle de grâce... Oui, à reconnaître certaines choses. La grâce, alors à ce moment, il y a peut-être pas mal de personnes élues au sens où on parlait d'une grâce. Là, je ne parle pas d'apparition métaphysique et mystique. Je ne suis pas tombé à genoux en larmes en ayant l'impression de voir apparaître un guide, etc. En revanche, le phénomène de réception, beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes parlent de ces fois où en parallèle d'œuvres qui leur demandent énormément de travail, où ils suent sang et eau, réécrivent 40 fois une phrase, ont parfois des expériences où ils vous disent « mais là, ça coulait de source, je n'ai rien fait ». Quelle source ? C'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, on reçoit énormément, nous, de médiums, de voyants, etc. etc. Mais je constate que la plupart du temps, ces personnes-là ne se posent pas la question « quelle source ?» Est-ce que vous avez des enseignements, des renseignements sur cette source ? Alors, tout dépend si on parle de quelle source, parce que vous sous-entendez qu'il y en ait plusieurs, donc ça peut être une source aussi peut-être généalogique. Les Arméniens font partie d'un pays qui a été traversé par les hordes mongoles, donc déjà il y a un lien à la Mongolie. Mon arrière-grand-père, Archak Jamalian, avait les yeux bridés et les pommettes hautes. Quand vous voyez sa photo, on comprend pourquoi certains le surnommaient le Mongol. Donc il y a peut-être là même dans la génétique, peut-être dans un héritage transgénérationnel matrilinéaire, plus ou moins inconscient, des éléments qui, combinés à d'autres éléments, comme par hasard en ethnomusicologie, j'ai choisi aussi de me focaliser sur le chant diphonique mongol, sur la guimbarde, sur les musiques de trance chamanique, etc. Alors que pour moi, ensuite, l'édition m'a complètement décorrélé de ce champ d'études ethnomusicologiques. Et finalement, tout ça revient à un moment. Alors on peut dire, si on parle de sources parmi d'autres sources, il y a eu l'ethnomusicologie, il y a eu les ouvrages que j'ai publiés, puisque j'ai été l'éditeur de Michael Harner, ou de Laurent Hugli, ou de Kevin Turner. Tout ça fournit un fond finalement inconscient. Et tout ça donne un fond, et même parfois bien conscient. Cependant, dans l'écriture et dans la résurgence de certaines expériences, de certains personnages, de certaines scènes qui échappent à la réalité ordinaire, que ce soit une scène de soins qui amène la vieille chamane à une transe et à certaines formes de guérison particulières, qui amène à l'exploration de certains plans de conscience, de la psyché, de la réalité multidimensionnelle. Ce n'est pas des choses qu'on apprend ni à la Sorbonne, me semble-t-il, ni dans notre héritage familial. Ce sont des choses qu'on apprend auprès de Sri Aurobindo. Oui. On précise. C'est un sage d'origine indienne, qui a eu quelques petits problèmes parce que politiquement, il a été un des premiers à demander, à vouloir l'indépendance de son pays. Et finalement, de politique, il n'est devenu qu'un prospectif. Enfin, si on peut dire. Suite à un long passage en prison. Voilà, c'est ça, un long passage en prison. Mais là où je vous posais la question de savoir si quelque part ça se reliait à l'enseignement d'Aurobindo, c'est parce qu'on a l'impression que la démarche est un petit peu la même chez ce chercheur du mystère et de l'inconnu. Alors là, c'est à Tigrane de répondre, parce que je ne sais pas... je pense que tu connais mieux Sri Aurobindo que moi. Je pense qu'à l'origine, en fait, la recherche est effectivement la même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un appel profond d'autre chose qui amène chez Aurobindo ce challenge d'avoir voulu libérer à côté de Gandhi d'ailleurs. Opposé à Gandhi, mais avec quand même des retrouvailles parfois parce que le combat a été le même en fait dans le fond. Et puis il se trouvait que cette année en prison lui a révélé une autre forme de conscience. Je pense que Tigrane, à travers son parcours aussi, et toute son enfance dans cette nature avec ces animaux, lui a été aussi révélé une autre forme de conscience aussi et d'approche. On avait l'impression d'une certaine incomplétude chez Aurobindo. C'est-à-dire qu'en fait, il cherchait un autre lui-même qui était quelque chose d'au-delà de lui, mais qui en fait était un complément de ce qu'il était, de l'homme parfait qu'il recherchait. Est-ce que ce n'est pas un peu cette même démarche que vous accomplissez actuellement? C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas au fond à la recherche de votre âme?
Est-ce que c'est pas elle qui communique par exemple avec vous? Est-ce qu'on pourrait supposer que ce n'est pas elle qui communique avec vous? Oui, bien sûr, on pourrait supposer que c'est elle. Une autre partie de vous-même bien sûr, omnisciente. Vous savez, parfois, les mots semblent être tellement réducteurs par rapport au mystère et à l'amplitude des puissances à l'œuvre ou du champ de conscience qui coule à travers nous, que certains vont l'appeler mon âme, d'autres vont l'appeler mon surmoi, d'autres parfois vont l'appeler la voix de mon ange gardien ou d'un ancêtre défunt. Donc, est-ce que ce n'est pas une espèce de démarche un peu jungienne, finalement? Je ne rattacherai pas ma démarche, je pourrais parler que par expérience personnelle de ce que j'ai vécu. Ce que je sais de première main, c'est que par exemple, quand j'avais 6 ans et que je suis arrivé à Paris et que j'étais dans un de mes premiers cours de gymnastique collective après cet épisode en pleine nature, j'ai été appelé à monter à la corde, ces grosses cordes de chanvre torsadées comme les cordes de la marine qu'on avait dans les préaux de gymnastique pour grimper, toucher le plafond, etc. Et là, j'ai vécu une expérience extatique qui m'est tombée dessus. S'il y a bien une chose dont je ne doute pas et ne douterai jamais, c'est cette expérience, ou alors ça appellerait non pas seulement à me trahir moi-même, mais à trahir l'incontournable de ce que j'ai eu à ce moment, la chance, la grâce, peu importe les mots qu'on emploie de vivre, puisque pour moi c'était une extase qui était très concrète, jusqu'à être incarnée dans la matière du corps d'un enfant de 6 ans, donc une extase physique, mais aussi une extase, on pourrait dire, métaphysique, puisque j'y ai entendu une voix. Toutes sortes de perspectives se sont inversées par rapport à ce qu'on appelle la réalité, le solide, le plein et le vide. Et qu'à la faveur de cette expérience qui m'a ouvert à une sorte de perception, entre guillemets, de l'autre côté du voile, de l'autre côté du rideau, tout a été bouleversé. Il y a eu un avant et un après. Et j'en suis revenu, alors que c'est une expérience qui, concrètement, n'a duré que quelques minutes, j'en suis revenu changé à jamais. Pour moi, cette expérience, c'est comme si elle s'était passée hier. Ça n'a duré que quelques minutes. Ça m'a plongé dans un espace où il n'y avait ni passé ni futur. C'était une expérience d'un éternel présent. Sans la moindre inquiétude, sans la moindre angoisse, j'ai été complètement réuni au sentiment de l'un. Et ça fait, je crois, qui je suis aujourd'hui. Alors, si vous me permettez, nous avions demandé à nos auditeurs et internautes de nous poser quelques questions sur le chamanisme. Et je remercie, parce qu'ils ont été nombreux, bien sûr, par leur retour. Alors, première question de Nicole. Faut-il forcément partir au bout du monde pour vivre une vraie expérience chamanique? Non, je ne crois pas. C'est une question très intéressante de votre auditrice Nicole. Car alors qu'à l'heure actuelle, il y a une mode parfois très simplificatrice ou parfois mercantile également, parce que partir au bout du monde veut dire alimenter des tours opérateurs, parfois apporter des choses avec nous, que ce soit des substances ou autres qui n'ont rien à faire dans certaines régions, certains endroits sacrés, comme on le fait souvent de par l'empreinte du tourisme que l'on laisse. Et que pour ce faire, il faut en plus cumuler les vols long courriers, ce qui peut être peut-être en contradiction avec une forme d'écologie spirituelle propre au chamanisme, au respect de la nature, de la terre-mère. Il faut le rappeler, me semble-t-il, à une époque où tout le monde est fasciné par ces figures de chamans du bout du monde, qui à l'origine, il faut le rappeler, c'est un mot Tungus qui vient du nord de la Mongolie, la Sibérie, alors que dans d'autres régions du monde, on ne parlait pas de chaman, on parlait de curandera en Amérique du Sud, de femmes médecines en Amérique du Nord, d'hommes de connaissance, etc. Mais dans nos campagnes européennes, pour ne pas dire dans nos campagnes françaises et dans chacune des régions françaises, il y a des traditions bien implantées dont certaines ont été abondamment persécutées, et les femmes en savent quelque chose, à l'époque des chasses aux sorcières entre autres. Mais il y a là des traditions encore vivantes aujourd'hui qui parfois vivent cachées, pour vivre heureux, vivons cachés, qui parfois se sont déplacées. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle par exemple de druidisme, tout le monde a les yeux braqués sur la forêt de Brocéliande. Peut-être que certaines lignées sont déplacées dans d'autres forêts
pour être discrets à l'abri du tourisme et pour faire ce qu'ils ont à faire en toute intimité. Et que ce respect du sacré très profil bas, qui ne revendique rien, qui ne se commercialise pas, est beaucoup plus aligné avec une forme de spiritualité incarnée, pratique, pour être utile aux autres, mais parfois une réconciliation entre des êtres et le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, entre deux personnes, entre les puissances de l'invisible et du visible. Et ces lignées-là existent. Elles ne s'appellent pas chamanisme, mais pour répondre à la question de Nicole, d'une part, on n'a pas besoin d'aller au bout du monde pour vivre une expérience chamanique, et d'autre part, il n'est peut-être pas utile de chercher systématiquement si son animal de pouvoir, comme on dit aujourd'hui, c'est le condor des Andes ou le tigre du Bengale. Justement, à propos de ces animaux de pouvoir, excusez-moi une petite parenthèse, comment ça se fait que ce sont toujours des animaux, pratiquement tous des prédateurs? Enfin, on ne trouve pas de petites souris, de mulots, de lapins. Alors, pourquoi des animaux conquérants, vainqueurs? Dans les traditions chamaniques, on accorde beaucoup de pouvoir aux animaux sauvages, plus que prédateurs. Mais dans les traditions chamaniques, une grenouille n'est pas moins importante qu'un coyote, une fourmi n'est pas moins importante qu'un tigre. Bonne précision. Ce dont je parlais, c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, l'attrait de l'exotisme est tel que certaines personnes qui vivent par exemple dans les Pyrénées ou dans la vallée des merveilles vous demandent est-ce que mon animal de pouvoir c'est un ours, le condor des Andes ou le tigre du Bengale, alors que ces personnes ont éminemment en eux quelque chose de l'ours mais des Pyrénées ou du loup mais du Mercantour, mais pas de la marmotte, ou pourquoi pas d'une marmotte, d'une fourmi, quand même. Ça marche pour la marmotte. Ou d'une grenouille. Ou des petits chats. Je crois que dans le monde chamanique, à partir du moment où un animal est sauvage, et c'est plutôt sur le caractère de sauvage que sur la taille qu'on insiste, ce ne sont pas forcément des prédateurs, pas du tout. C'est plutôt la garantie que lorsqu'un animal est sauvage, il n'a pas été hybridé ou manipulé par l'homme au point de perdre une forme de sixième sens, d'instinct et de connexion au cycle de la vie et aux pouvoirs invisibles de la nature. Genre, une excellente question de plus. Oui, absolument. Une question qui revient assez souvent. Alors, j'ai choisi celle de Chantal. Est-ce qu'il faut forcément consommer des plantes hallucinogènes pour être chaman? En aucun cas. En aucun cas. Il est très important de rappeler également, outre le fait que ces plantes sont la plupart du temps strictement interdites sous nos latitudes, d'une part, que d'autre part, c'est une des simplifications abusives et parfois dangereuses de notre époque que d'assimiler ceci à cela. Je m'explique. D'abord, il y a toutes sortes de chamanismes où on ne consomme aucune plante. Il y a du chamanisme au tambour, il y a du chamanisme qui travaille essentiellement sur le rêve et le rêve lucide, d'autres sur des formes de relations aux arbres et l'enseignement des arbres que l'on diète, entre guillemets, alors que ce ne sont pas du tout des plantes psychoactives. Toutes ces formes de chamanisme existent, même si aujourd'hui, l'occidental, qui parfois veut souvent brûler les étapes, aller plus vite, plus loin, va être tenté par une sorte de baguette magique qui lui permettrait d'aller plus vite ailleurs. Cette question parle de devenir chaman. Et à ce propos, il faut rappeler aussi qu'à l'origine, alors qu'aujourd'hui, la plupart des Occidentaux qui partent sous d'autres contrées, que ce soit au Pérou ou ailleurs, pour consommer certaines de ces plantes, qui là-bas ne sont pas du tout considérées comme des drogues ou des hallucinogènes, qui sont là-bas considérées plutôt comme des médecines et des plantes visionnaires, c'est-à-dire des plantes maîtresses, des plantes sacrées, qui ont un esprit enseignant et qui sont éminemment sacrées. Mais pour remettre un petit peu, si je puis dire, l'église au milieu du village, dans ces cultures, ce ne sont pas les patients ou les touristes, etc., qui sont censés consommer cette plante. À l'origine, ce n'est pas du tout ce qui se passait. La seule personne qui les consommait, c'était le chaman, et non pas les visiteurs. Bonne précision. Là. Toute cette assemblée n'était pas du tout supposée consommer de plantes. C'est le chaman ou le devin ou la curandera ou l'homme de connaissance qui lui-même, parfois, s'il en avait besoin ou pas, certains des vieux chamans, vieilles curanderas que j'ai vus,
n'avaient plus besoin de consommer la moindre plante. Le simple fait de les sentir suffisait. Et dans d'autres régions, le simple fait de taper du tambour ou même d'un simple hochet suffisait largement à leur permettre d'ouvrir les portes de la perception entre cette réalité et une autre réalité. Mais dans tous les cas, la personne qui maniait le tambour ou le hochet, la personne qui utilisait la plante ou même sans avoir plus besoin de la consommer, juste la humait pour en réactiver certaines mémoires, ça n'était pas les visiteurs, ça n'était pas les touristes, ça n'était pas les voyageurs qui se posaient des questions, etc. C'était une personne centrale qui était là pour répondre à des demandes urgentes parce qu'il y avait un vrai problème physique chez quelqu'un, un vrai problème métaphysique chez quelqu'un d'autre, et que lui-même, expert dans les voyages et les allers-retours avec d'autres plans de conscience et d'autres couches de la réalité, allait chercher des informations, des, entre guillemets, diagnostics par rapport à ce que le patient demandait, pour en rapporter de l'information, des énergies de guérison, peut-être parfois la canalisation d'un pouvoir animal ou d'un ancêtre, et réintroduire de l'harmonie sur ce plan-ci, en s'étant réconcilié avec certains différends dans le monde spirituel qui expliquaient peut-être l'origine de cette disharmonie ici pour tel ou tel consultant. Mais le consultant, lui, n'avait en aucun cas à consommer quoi que ce soit. Très bien de le préciser, ça. Or, c'est une voie, le chamanisme, une voie spirituelle ou simplement une thérapie, comme d'autres thérapies? Ou les deux. Ou les deux, absolument. Alors, et peut-être beaucoup d'autres choses aussi, c'est-à-dire qu'on dit le chamanisme aujourd'hui parce que c'est devenu un terme fourre-tout qui englobe des choses qui viennent de régions et de cultures très différentes, mais en fait c'est les chamanismes, il y en a des plus ou moins religieux, des plus ou moins archaïques, des plus ou moins masculins, des plus ou moins guerriers, des plus ou moins féminins, plus liés au minéral, au végétal. Et il y en a également qui sont très très peu verbaux, où tout est une question d'expérience et non pas de commentaires, de verbalisation, etc. Et il faut, comme on dit parfois, le voir pour le croire, il faut aussi le vivre pour l'expérimenter. Quand vous faites l'expérience de ce type de réalité multidimensionnelle, de force, de la puissance des êtres à l'œuvre de l'autre côté du voile, qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on connaît de ce côté-ci de la réalité, on découvre que le chamanisme ne peut pas se laisser encapsuler dans un mot parce que, comme disait Lao Tzu au début du Tao Te Ching, la voie qui peut être décrite n'est pas la voie. C'est quelque chose de beaucoup trop complexe, multidimensionnel, et peut-être même que le chamanisme, qui est source de transformation, pour répondre à votre question, si on parle d'évolution spirituelle ou de travail thérapeutique ou autre, peut-être même que le chamanisme, source de transformation, aujourd'hui, de par certaines urgences planétaires, entre autres, se transforme lui-même. Parce que vous vous considérez dans quelle catégorie en ce qui vous concerne? Voilà. Comme un humble écrivain, auteur, éditeur. Vous êtes surtout un écrivain. Il transmet des messages avec le premier souhait d'être le plus utile et bénéfique au plus grand nombre de mes lectrices et de mes lecteurs. Donc une sorte de médium finalement. Je n'ai pas la prétention d'être médium, comme vous disiez, vous recevez des médiums et il y a des gens dont c'est vraiment un artiste finalement est un médium aussi. Ah oui, alors on peut dire ça, ça dépend. Des parents artistes, donc ça dépend quel sens on donne au mot médium, parce qu'il y a un sens ésotérique, au sens médium, voyance, etc. Pas spécialement. Après, il y a le mot médium, au sens où mon père avait beaucoup de tubes dans son étagère de peintre où il y avait marqué médium. Parce qu'il y a des médiums dans les arts plastiques, comme vous le savez. Tout à fait. De même qu'on peut utiliser le mot médium. Ce sont des intermédiaires, dans toutes sortes de registres. Des transmetteurs. Oui, un trait d'union peut-être. On est l'humble aqueduc, mais ça ne fait pas de nous l'eau et encore moins l'origine de l'eau. Et pour revenir à cette source, parce que... Ça t'intéresse, la source. Mais il n'y a que ça d'important, finalement. Est-ce que vous avez eu d'autres précisions? Est-ce que vous parlez d'entité de l'au-delà, d'esprit Parce que qu'est-ce que tu sous-entends à travers la source, toi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui communique. Alors, vous savez, c'est comme on est dans une pièce ici, là on n'entend aucune radio,
Pourtant, si on allumait une radio, en fonction de où on va faire tourner le bouton, on entendrait du jazz, des informations, une radio française, une radio américaine. Donc il y a plusieurs communicants. Donc en fait, il y a toutes sortes de communicants que là, Oui. on n'entend pas, mais qui nous traversent en permanence. Et en fonction de où vous bougez le curseur, vous allez sélectionner celui-ci ou celui-là. Alors, nos voyants, nos médiums nous disent qu'il y a des zones où les gens qui communiquent ne sont pas très, très bienveillants. On parlait de bienveillance tout à l'heure encore. Est-ce que vous avez eu cette perception-là, vous aussi? C'est-à-dire, est-ce que quelquefois, vous vous dites, la sensation que j'ai des zones néfastes, n'est pas franchement très bonne? Alors, vous savez, c'est un long chemin que d'apprendre quels sont les territoires à éviter, y compris certains territoires à éviter en soi-même, mais peut-être que dans un premier temps, il faut oser les voir en face pour être capable de les traverser et pour ne plus en avoir peur et d'une faiblesse faire une force, d'une vulnérabilité faire une sensibilité. C'est là un des enjeux de ce type de chemin, me semble-t-il, que de n'avoir peur de rien, si ce n'est de la peur elle-même, celle qui va vous faire perdre vos moyens, votre sang-froid, votre lucidité. Oui, mais là, on est en train de se renvoyer à soi-même, finalement. Là, vous êtes en train de dire que ce qui nous fait peur, c'est ce que nous avons en nous. Hein. Ce sont nos propres peurs qui nous font peur, si je peux me permettre de raccourcir. Mais est-ce que le chamanisme peut guérir de la peur? Je crois que par certains aspects, parfois, il ne nous laisse pas le choix. C'est-à-dire que, contrairement à certaines formes de thérapie qui peuvent être très très longues dans le temps, très intellectualisées, fonctionner beaucoup sur les mots, le chamanisme, certains chamanismes en tout cas, ont le pouvoir de vous sortir de votre zone de confort et de vous projeter dans des espaces où même si sur le moment il n'y a rien de plus désagréable, voire pour certaines personnes terrifiant, donc attention, ça n'est pas pour tout le monde, en aucun cas. Ah, voilà. Toute cette mode actuelle donc, il est intéressant de faire la prudence quand même. Hein. Toute cette mode actuelle en 2 semaines, tout le monde peut devenir chaman. D'abord, est-ce que ce serait vraiment une idée que tout le monde devienne chaman? Je ne le crois pas du tout. Et d'autre part, est-ce que ça se fait en 2 semaines? Est-ce que même certaines choses s'apprennent? Dans nombre de ces cultures, ce qu'on nous répète, c'est plutôt un dénominateur commun, quel que soit ce type de croyances suivant les continents, les latitudes, c'est que on ne devient pas chaman, on est chaman EST parce qu'on est chaman NAIT, c'est-à-dire qu'on est le fruit de certaines lignées, de certains héritages, et que ces choses-là, ça se pratique, mais ça ne s'apprend pas en soi. Vous savez, c'est un petit peu la même différence que un pianiste, par exemple, vous en prenez 10, ils font leur gamme pendant 10 ans, ils travaillent comme des fous, ils deviennent de très 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 bons concertistes, des très bons exécutants de partitions de Mozart, de Bach, etc. Mais sur ces 10 pianistes, combien y en a-t-il qui, d'un instant à l'autre, peut partir dans l'improvisation et chaque jour créer des œuvres différentes qui ne se répètent jamais au fil d'une forme d'improvisation où il serait, encore une fois, peut-être touché par la grâce ou traversé par quelque chose qui ne sort pas de la partition. Ça n'est pas en faisant des gammes 10 heures par jour forcément que tous se retrouvent là. C'est une forme d'aptitude, on pourrait dire de don. Et donc ce qu'il faut rappeler, c'est que de même que tout le monde peut être intéressé par la navigation côtière ou faire des randonnées en semi-altitude, la marche en haute montagne ou la navigation en haute mer, ce qui pourrait correspondre à quelque chose du chamanisme vieille école, du chamanisme authentique pur et dur, ça n'est vraiment pas pour tout le monde. Alors, il y avait une question justement, y a-t-il des rituels simples de chamanisme que l'on peut faire chez soi sans risque? Alors, plutôt que des rituels simples de chamanisme, moi j'aurais une tendance un peu vieille école, et c'est pas du tout pour être franchouillard ou terre à terre, mais quitte à paraître un peu rabat-joie, je crois qu'il faut revenir à nos racines. C'est-à-dire que tout simplement, quand vous avez la chance de vivre à côté d'une forêt, au bord de la mer, à côté d'une rivière, que vous avez la chance d'avoir des chênes centenaires, un hêtre, un frêne, pourquoi ne pas, au lieu de penser chamanisme, penser la nature qui est autour de moi, mon élément, mes origines, ma culture? C'est pas du tout pour être chauvin ou pour vouloir ramener à la France en particulier. C'est tout simplement parce que ce serait un tel déshonneur pour ces merveilles toutes simples qui nous entourent, qui sont gratuites. On n'a pas besoin de prendre un avion pour le bout du monde.
qui correspondent à notre ressenti. On n'a pas besoin de se demander quel rituel on va faire aujourd'hui, mais de s'écouter soi-même plutôt que d'aller chercher le rituel d'un autre. Si un jour quelqu'un a envie de s'allonger à même le sol pour faire sa sieste plutôt qu'être dans le hamac, qu'un autre a envie de retirer ses chaussures et ses chaussettes et marcher pieds nus sur un chemin de sable, qu'un autre a besoin d'aller marcher là où l'eau vive rencontre la rive, de remonter le cours de l'eau près d'une cascade, qu'un autre a besoin d'aller marcher au bord de la mer parce qu'il a le sentiment que l'eau salée le nettoie pas qu'au premier degré, mais sur d'autres plans. Est-ce que tout ça, ce ne sont pas en toute simplicité et toute proportion gardée, l'équivalent de rituels chamaniques qui sont à notre portée, qui sont gratuits, pour lesquels on n'a besoin d'aucun gourou, Contact avec la maître, nature. Et c'est la reconnexion à ce que l'on appelle la nature, ce que parfois on appelle Gaïa, la Pachamama, la terre-mère, peu importe le mot qu'on emploie et l'étiquette que l'on utilise, on sent au fond de nous que ça nous fait du bien, que c'est simple, que c'est à portée de main, et peut-être que c'est plus important et subtil qu'on ne croit sur notre chemin. C'est le message que vous laissez paraître là. Il me semble essentiel, très simple d'accès, et pour répondre à la question de vos auditeurs, oui, sans aucun risque. Absolument. Moi, j'aimerais savoir, puisqu'on parle de sources, de médium, votre point de vue sur l'au-delà. La communication, on y revient quand même. Hein. Mais, il y a un lien de toute manière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre point de vue par rapport aux autres pratiques. Parce que là, on parle beaucoup de chamanisme, mais si on va en Inde, par exemple, on va trouver des sages, des méditants. Partout dans le monde, il n'y a pas que la pratique du chamanisme. Est-ce que toutes ces pratiques différentes, pour vous, quelque part, se rejoignent ? Il y a sans doute des dénominateurs communs. Ce qui, moi, m'intéresse beaucoup dans le chamanisme, c'est son recul, c'est-à-dire que bien avant les grandes religions organisées que l'on connaît, qui ont finalement quelques milliers d'années, le chamanisme, et ça n'est pas une croyance, c'est l'ethnologie, l'anthropologie, l'histoire, à plusieurs centaines de milliers d'années. On en trouve parfois des éléments clés, y compris dans l'art rupestre. Donc ça nous ramène à des origines peut-être plus universelles, d'ailleurs des pétroglyphes aussi bien en Asie qu'en Amérique nous ramènent à un fond commun qui parfois transcende les distinguos culturels de croyances ou de religion, qui, lorsqu'elles s'instrumentalisent pour devenir des instruments de pouvoir, nous éloignent peut-être d'une source, sans vouloir revenir à ce sujet, alors que là, il y a dans la relation simple avec la nature quelque chose qui est au-delà d'un instrument de pouvoir, puisque la nature est notre grande-mère à tous, au-delà de nos mamans respectives ici, on n'en a qu'une, elle nous a toujours hébergés, abreuvés, est-ce qu'on ne pourrait pas penser que excusez-moi, est-ce que l'on ne pourrait pas penser, par exemple, comme on le pense en Inde, que ce pourrait être une montée de Kundalini, une ouverture de chakras, et que, en conséquence, certains centres vont s'ouvrir à d'autres réalités. Il me semble Est-ce que le chaman, par sa souffrance, par son manque peut-être d'accès à la nourriture, par sa solitude, ne pourrait pas, comme un méditant au Tibet, par exemple, pourquoi pas, s'ouvrir à une autre réalité par l'intermédiaire de cette énergie qu'ils prétendent avoir chacun en eux. Oui, bien sûr, de toute façon... Est-ce que le système de montée de cette énergie et d'ouverture à une autre réalité ne serait pas finalement le même de ce chakra primitif à nos plus récents méditants ou chercheurs? Il y a forcément un fond commun, puisque pour rebondir sur la question de telle ou telle source, il y a également une autre source. Quand on dit la source par définition et qu'on parle de la source, il ne peut y en avoir qu'une. Oui. Et là, je ne parle plus vraiment de source, je parle de moyens. Là. Ce type d'énergie dont vous parlez, que ça prenne la forme d'une montée de Kundalini, ou qu'on l'appelle montée de Kundalini ici, et qu'on l'appelle ailleurs, en d'autres termes. Si on prend par exemple, je ne sais pas, une grande mystique chrétienne, Sainte Thérèse d'Avila, on peut penser que ces extases étaient des montées de Kundalini, par exemple. Oui, peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas ça en a tous les symptômes. Je crois qu'au-delà des mots qui sont souvent réducteurs, il y a quelque chose qui est très intéressant, effectivement, dans ce que cela souligne de commun. Par exemple,
Vous parliez du bouddhisme tibétain, et dans le Dzogchen et autres, on parle parfois du Rainbow Body, ou du fait de mourir et de réaliser le corps arc-en-ciel, un des stades de développement suprême au moment où l'on quitte cette incarnation. Ce concept de corps arc-en-ciel, c'est quelque chose, en d'autres termes, que l'on retrouve précisément évoqué dans des traditions orales d'Amérique du Sud, qui n'ont rien de bouddhisme, ni Gelugpa, ni Nyingmapa, qui n'ont rien du Dzogchen, mais qui parlent également de cet accomplissement suprême de corps arc-en-ciel quand on quitte une incarnation et qu'on est arrivé à un certain stade d'évolution. Donc derrière, on émerge finalement tous de la même source, bien évidemment, parce que sinon, équipés des mêmes moyens, ce ne serait pas la source. Mais tu as dévié ma question, je reviens dessus, sur votre réaction, votre point de vue, votre sensibilité face à ce qu'on peut appeler l'au-delà. Ah oui. Alors, voilà. Là encore une fois, comme je disais, il n'y a pas un chamanisme, des chamanismes. Pour moi, il n'y a pas un au-delà, il y a des au-delà. Ah. Et sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire qu'il y a des au-delà où il fait très bon s'aventurer, et d'autres au-delà qu'il ne faut que traverser rapidement et sans se retourner. Les visions très simplificatrices et réductrices où on dit il y a le chamanisme, la plante toxique, l'au-delà, etc. Sauf quand on en arrive à quelque chose d'absolu, comme quand on parle de, par exemple, la source ou l'amour inconditionnel ou la vie, d'accord ? Néanmoins, entre cela, dans toute forme de graduation très subtile, il y a une cartographie qui est justement un des travaux de ces voyageurs de l'au-delà, pour ne pas dire des au-delà, que sont entre autres les chamans, mais pas que les chamans, et qui l'explorent. Ça a été étudié de manière beaucoup plus appareillée technologiquement, pour ne pas dire scientifiquement, par l'Institut Monroe aux États-Unis, sur les différents plans de conscience, sur ces différentes graduations, sur ces différents paliers d'élévation, avec des mises en garde et des précautions suivant les étages, entre guillemets, que l'on traverse dans l'au-delà en général, mais un au-delà qui ne peut pas se réduire à quelque chose de singulier, alors que par nature, il recèle une pluralité, une multidimensionnalité, qui pourrait même nous donner le vertige tant elle dépasse ce que votre cerveau gauche peut concevoir. Je veux bien le croire. De toute façon, chacun a sa vérité. Ça, c'est... Puis la certitude du doute aussi. Vous êtes arrivé d'avoir des doutes. Bien sûr, oui. Important, ça. C'est peut-être la seule vérité, on va dire. Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? C'est ce que... Nous avons peut-être des morceaux de vérité face à une vérité globale. Tu sais que c'est un des points d'interrogation du Nouveau Testament qui m'a toujours fasciné. C'est la réponse de Pilate à Jésus quand il lui dit « Je suis la vérité » et que Pilate lui dit « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Ah oui. Eh bien, on arrive presque au terme de cette émission passionnante, intéressante, enrichissante. Et on vous en remercie, Tigrane. Merci, Martine Seigneur, de nous avoir fait connaître Tigrane. Et j'aimerais une dernière question en ce qui vous concerne, parmi les auteurs que vous accompagnez. Alors, qu'est-ce qui vous touche le plus dans le récit de l'invisible ? Eh bien, c'est la découverte justement de tout ce qu'on a, de tout ce qui nous capte et qu'on ne connaît pas ou auquel on n'a pas accès. C'est justement, c'est un côté curieux aussi de se dire qu'existe-t-il ailleurs et à côté de nous, et de savoir que c'est là et qu'on ne le voit pas en fait. Ça, et donc d'avoir envie petit à petit d'y avoir accès de plus en plus. Et actuellement, il y a une révolution, c'est l'intelligence artificielle. Je suis un passionné de la question et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un point de vue parce que c'est un peu à l'opposé, le chamanisme et l'intelligence artificielle qui risquent de prendre le pas sur l'être humain. Tu crois ?
J'ai pas la prétention. Non, un point de vue, simplement. Je parle plus par expérience et par expérience personnelle, donc mes témoignages sont plus des témoignages de première main. Je continue, en tout cas envers et contre tout, d'avoir foi autant en l'humain qu'en le divin. Superbe. Voilà. Ça, c'est une belle réponse. Oui, absolument. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire à cela. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cette émission. Mais avant tout, nous avons des coups de cœur. Vous nous avez amené des ouvrages. Et j'aimerais que juste vous nous parliez de cet ouvrage, 42 oracles chamaniques. Alors ça, en fait, c'est la toute nouvelle parution de cet été 2025. C'est un ouvrage illustré qui compte également une quarantaine d'illustrations. Et ce sont les phrases clés, on pourrait dire des phrases de pouvoir. Aujourd'hui, on emploierait peut-être le mot empouvoirment, qui correspondent à des moments particulièrement signifiants dans l'aventure amérindienne. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu également les 52 paroles chamaniques, qui elles sont extraites de l'aventure mongole. Et quand on parle de phrases de pouvoir, on parle de phrases dans des moments de sa vie où on a besoin de se rappeler peut-être quelque chose qui sommeille au fond de nous, qui va nous être une aide particulière à un moment de doute, de déroute. Et donc ces phrases très concises. Alors, sur le point de vue pratique, alors, on prend le livre, on l'ouvre au hasard. Comment ça marche ? Si je commence par le début, le plus grand pouvoir est celui du cœur. Je suis bien d'accord avec vous. Après, on peut aussi ouvrir au hasard, comme on ferait avec un oracle, Totalement. sans avoir besoin de cartes, et on feuillette et on s'arrête à un endroit. Ce que l'humain choisit est une chose, ce que notre terre-mère attend aujourd'hui en est une autre. Si tu veux ouvrir au hasard. Je l'ai déjà ouvert au hasard. Hein ? Oui, ça a marché. Mais non, vas-y. Ah, tu veux que je vous l'ouvre bien sûr, on y est. Voilà, on est sur le point. De la théorie, on passe à la pratique. Je suis tombé sur un gros ours. Ah. Alors, enseigne aussi à... Tu fais sourire Tigrane. Enseigne aussi à ton apprenti l'autre paysage derrière les contours du visible. Qu'il apprenne à sentir les veines de la terre-mère sous les collines, les artères au fond des canyons, qu'il sache deviner les esprits parmi les eaux et voir les êtres cachés dans les plantes. Ouh là là. C'est signé Aigle de Feu. Voilà. Un petit mot sur ça ? C'est effectivement un livre qui peut se lire de A à Z et ensuite se relire au fil des semaines. Et se méditer. Son frère, qui est 52 paroles chamaniques, il y a pas mal de lectrices qui, par exemple, prennent une phrase par semaine. Alors, au hasard, sont magnifiques ces phrases. D'abord, demander la protection des esprits. Aussi, aigle très important. Ouais. Souvent entendu d'ailleurs. Oui, ça. Parmi nous. Dernièrement avec Yves Linès. Avec la TCI. La TCI. Oui, doit demander l'autorisation des esprits. Je ne communique jamais sans demander l'autorisation des esprits. Voilà. Et je vais terminer, moi, par lire une phrase au hasard. Nos maîtres, ce sont nos ancêtres. Et c'est là, entre autres, qu'ils résident, parmi les arbres. Ils font bien plus que l'on ne croit, cachés dans le secret des bois. C'est ça. Je referme ça, je vous le conseille. Vraiment, c'est 42 oracles chamaniques de Tigrane. Et nous passons à un autre ouvrage, c'est celui « Voyage au cœur de votre inconscient familial ». N'est-ce pas un mot sur ça Oui, alors... on l'a évoqué. On l'a déjà évoqué. En fait, c'est Jérémy Frison, qui est d'ailleurs un auteur qui vit aussi à Aspet. Donc, c'est vraiment plongé au cœur de l'arbre généalogique. Et décrypté. On avait projeté avec Georges de peut-être prendre contact avec ce monsieur. Oui, qui a écrit 2 livres cette année, donc celui-ci et peut-être qu'on en parlera plus complètement avec lui. Oui, bien sûr. Voilà. Je vais le laisser développer parce que je crois que c'est assez riche. Et si vos blocages venaient de vos vies passées, là, c'est plutôt sur le karma, en fait, de tout ce qu'on. Si on croit à la réincarnation. Si on y croit. Si on croit au karma et si, bien sûr, on pense qu'on revient avec encore plus loin que l'inconscient familial. J'ai une émission consacrée au karma. Avec 2 mots sur le karma, Tigrane. C'est passionnante.
Comme vous savez, parfois dans certaines étymologies un petit peu puristes, le karma, contrairement à l'interprétation qu'on en donne ici, avec ce côté de payer ses dettes passées, et ça c'est le boomerang et le retour du karma, d'autres courants linguistiques, très authentiques également, assimilent plutôt le karma à la notion de l'action. Et du devoir. Qu'une dette et du devoir. Le dharma. Remboursée. Absolument. Alors, on a parlé, vous avez parlé bien sûr de votre série Chaman. dont je suis fan, Chaman. Et la Donc. messagère des arbres, alors c'est vraiment magnifique. Un livre à ne pas oublier. Un autre ouvrage que vous nous proposez, L'invisible et à tout le monde. Tout le monde. Alors là, on rejoint un des sujets que l'on a abordé, Sophie. Révélez votre puissance cachée. Oui, magnifique ouvrage de la science à la conscience. Vraiment exceptionnel. J'ai voulu, en fait, garder quelques lignes. En fait, vous voyez, il est presque carrément tout. Ah oui, oui, absolument, absolument. Le Parce que d'accord. L'intelligence du cœur, on parlait tout à l'heure. Sous forme de questions-réponses. Ça me console. Si une éditrice corne ces livres, je vais pouvoir le faire. Absolument. Et puis, un dernier ouvrage, un petit peu différent. Oh, c'est de Robert Martin, Flic guérisseur. Oui, toujours chez Mama Édition, donc, Oui. ces deux livres. Alors, là, avec là Chaman encore, et là. on va peut-être le mettre de côté, Georges, pour pouvoir D'accord. en parler avec ce monsieur qu'on invitera. Ah, mais totalement, mais on peut dire deux mots. Et on va en dire deux mots. Voilà, c'était un des grands patrons du 36 Quai des Orfèvres. Là, je te laisse. un Oui, il petit était peu. chef de cabinet du directeur général de la police nationale. Donc, c'est la carrière exemplaire du commandant Robert Martin, multimédaillé, mais qui, au-delà de sa carrière de flic, entre guillemets, a également été dans l'ombre pendant des dizaines d'années, un guérisseur hors pair et un magnétiseur, y compris dans les plus hautes arcanes de l'État et de l'administration, qu'elles soient policières ou autres. C'est un être exceptionnel qui a le cœur sur la main, et d'une simplicité, d'une bienveillance, mais aussi d'une efficacité en tant que guérisseur, magnétiseur et autres, qui fait de cet ouvrage un témoignage vraiment unique à mon sens. Je vous remercie. C'est d'ailleurs en tant que guérisseur que tu as connu C'est Robert d'ailleurs avant en tant de que l'éditer. guérisseur que j'ai connu Robert, et Oui. on a travaillé, Il vaut mieux quand développé même, une en tant que flic, amitié. finalement. On a développé une amitié ensemble pendant une dizaine d'années, avant d'en venir à publier ce livre chez Mama Édition. Comme le soulignait également à propos des doubles carrières Martine, Sophie Mainguy-Beignet, l'intérêt aussi pour certains lecteurs qui ont une approche parfois plus rationaliste, cartésienne, ou certains de vos auditrices, auditeurs qui peuvent avoir un bagage scientifique, c'est que cette Sophie Mainguy-Beignet, L'invisible est à tout le monde, c'est également avant ça, pendant des dizaines d'années, une femme médecin qui a apporté une pierre de taille significative au système des urgentistes et au service des urgences des hôpitaux, de la santé publique en France. Donc il y a ce double bagage très scientifique dans ses études et dans sa carrière professionnelle de femme médecin urgentiste qui a vraiment fait bouger les lignes par rapport à l'accueil et au système médical français, tout en étant ouvert ici à des frontières de plus en plus subtiles. Aux expériences de mort imminente également. Ce qui enrichissent, évidemment, c'est ce type d'approche un petit peu paradoxale, comme on pourrait dire, avec Flic guérisseur. Quand Robert Martin a demandé un jour son bouquin à la FNAC, le libraire a dit « Ah ben non, vous devez vous tromper, Flic guérisseur, ça ne peut pas être le titre, c'est paradoxal. Oui. » Donc ce genre de choses qu'on oppose parfois comme si elles s'excluaient, alors que parfois la réalité est plus complexe que ça, et que derrière le paradoxe apparent, il y a en fait une complémentarité peut-être inattendue, mais d'autant plus enrichissante. Donc ça, ce sont des ouvrages Mama Édition, et les deux ouvrages de Jérémy Frison ainsi que celui d'Aurore Pramil, communicante animale pour finir hors sur le pair également, chamanisme, sont trois ouvrages qui, eux, sont parus aux éditions Le Lotus et l'éléphant, chez Séverine Corsenon-Schneider. voilà. Ben, écoutez, c'est parfait. On a fait un tour de coup de cœur d'ouvrage. On remercie. Et quand vous parlez de flic guérisseur, c'est vrai, un flic avant tout doit avoir une certaine intuition
pour mener les enquêtes. Or, tout est relié un petit peu à ce niveau. En tout cas, merci. Et on se donne rendez-vous, donc, très prochainement pour une autre émission des Sentiers de l'étrange. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye. Merci. Bienvenue sur les Sentiers de l'étrange, présenté par Georges Tussin et Christian-Jacques Attard, pour tous les amateurs de mystères et de phénomènes inexpliqués.